Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir dans le cadre de Regard sur les communes. C'est probablement la dernière émission de l'année 2023, effectivement, puisque la semaine prochaine, nous allons vous présenter des best-of Regard sur les communes. Mais ce soir, une thématique nous intéresse. Effectivement, nous parlons du rôle des jeunes dans la gouvernance locale. Vous savez, la gouvernance locale, qui est d'ailleurs une partie prenante de la décentralisation, veut que la jeunesse également s'y intéresse pour mettre en branle les projets de développement qui sont les leurs. Alors, nous allons essayer de comprendre ce soir quel est le rôle des jeunes dans la gouvernance locale. Ça sera bien sûr par les soins d'un expert sur les questions de décentralisation. Amadou Sénéyan est bel et bien au Sénégal. Amadou Sénéyan, expert en décentralisation, directeur de l'Académie du management territorial d'Abidjan. Amadou Sénéyan, bonsoir. Bonsoir Raoul, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je vous considère comme un très grand militant de la décentralisation en Afrique, en tout cas si on s'en tient à ce que les acteurs voient, à ce que les acteurs apprennent à vos côtés à travers cette émission. Donc c'est toujours un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Avec beaucoup de plaisir, nous aussi, le plaisir est partagé de notre côté. Effectivement, vous êtes un expert sur des questions de décentralisation au Sénégal, d'ailleurs très avancé, qui peut d'ailleurs faire un cas école. Vous êtes, je voudrais dire, à la troisième phase de la décentralisation là-bas au Sénégal. Oui, on est au niveau de l'acte 3 de la décentralisation. Le Sénégal, bien avant les indépendances, était dans la décentralisation parce qu'il y avait des communes. Dès 1872, Gorée et Saint-Louis ont été créées. Des communes de Gorée et Saint-Louis ont été créées. 1880, la ville de Rufisque est créée. Et 1887, celle de Dakar. Bien entendu, c'était les 4 communes de l'AOF, de l'espace ouest africain, francophone. Et plus tard, des communes comme Grand Bassam, comme Porto Novo, comme Niamey, comme Bamako ont été créées. Jusqu'au niveau des indépendances, en 1960, le Sénégal était à 34 communes. Donc, mais ce n'était que des communes. Il faut attendre 1972 pour voir l'existence de communautés rurales. Et c'était donc le premier acte de la décentralisation au niveau du Sénégal, avec une responsabilisation beaucoup plus accrue au niveau du monde rural. C'est en 1996 que cette décentralisation a été affirmée et approfondie, avec d'abord l'érection des régions en collectivités territoriales, le transfert de 9 domaines de compétences aux collectivités territoriales et la suppression du contrôle d'opportunité. Parce qu'avant 1996, on avait 2 types de contrôle. Le contrôle de légalité, pour voir si les actes sont légaux, et le contrôle d'opportunité pour voir si ces actes-là étaient opportuns, étaient bons ou pas pour les territoires. Donc, en 1996, on a supprimé ce contrôle d'opportunité et le contrôle de légalité a été réaménagé pour faire du contrôle a priori, c'est-à-dire le contrôle des actes avant leur exécution, l'exception. C'est devenu maintenant le contrôle a posteriori, le contrôle chemin faisant et devient la règle. Donc, 96 est considéré comme l'acte 2 de la décentralisation. Et en 2013, donc un peu plus de 20 ans après, on a assisté à ce qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation, qui a fini de communaliser le territoire national. Donc, on n'a plus de communes rurales, de communes urbaines. On n'a que des communes de plein exercice. Il n'y a plus de communautés rurales, il n'y a plus de communes d'arrondissement. Et le niveau intermédiaire n'est plus la région, mais le département. Donc, on est à l'acte 3 de la décentralisation avec une institutionnalisation de la participation citoyenne. On va y revenir si on parle de la jeunesse, avec des véhicules financiers assez importants, comme le PACASEN, qui est un programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, qui leur permet d'avoir une recette d'investissement assez importante. Donc, le Sénégal s'inscrit dans un processus de décentralisation progressif,
prudent, mais irréversible. C'est-à-dire qu'on ne revient pas en arrière sur les acquis que nous avons. Très bien. Je vais vous suggérer maintenant, avant d'entrer dans la thématique qui nous intéresse ce soir, nous parlons effectivement du rôle des jeunes dans la gouvernance locale. Je vous suggère de suivre avec beaucoup d'attention ce reportage qui parle effectivement du rôle des jeunes dans la gouvernance locale. C'est à Kaya. Nous revenons juste derrière. Comment forger l'esprit citoyen en cette jeunesse et l'inciter au contrôle de l'action publique? La réflexion se mène depuis hier à Kaya autour d'un panel initié par le ballet citoyen. Et pour le conférencier du jour, il s'agit d'expliquer les concepts de démocratie et de citoyenneté à ces jeunes avant de leur proposer des instruments et un mode d'action pour mieux contrôler les politiques locales de développement. Les jeunes, pour être présents dans l'arène publique, il faut qu'ils s'organisent. Donc, ce n'est pas un travail qu'on peut faire à titre individuel. Il faut s'organiser dans le cadre des associations, créer des coalitions, aller discuter avec les dirigeants locaux et voir dans quelle mesure les préoccupations de la jeunesse vont être prises en compte dans les politiques publiques. Donc, la jeunesse doit être une force de proposition et elle doit veiller à ce que les politiques publiques qui sont adoptées au niveau local puissent être implémentées sur le terrain et attirer l'attention lorsqu'il y a des failles, lorsqu'il y a des faiblesses. Des astuces qui donnent déjà des idées à Idrissa Ouedraogo et ses camarades. Ils comptent saisir cette opportunité pour s'inscrire dans une nouvelle dynamique, celle de fédérer leurs énergies pour l'atteinte des objectifs. La jeunesse actuelle commence à savoir qu'est-ce que veut dire d'abord suivi citoyen. Ça, c'est déjà un acquis. Au niveau de nos élus, et aussi ils savent que non, il y a des jeunes qui s'organisent, qui se regroupent pour échanger. Et quand les jeunes s'organisent pour échanger et on part vers eux, ils trouvent que non, nous sommes organisés, il y a un changement. Et c'est dans ce changement-là que nous pouvons dire qu'on a eu quelques atouts. On a compris que nous sommes appelés à suivre les politiques de notre pays, de nous approcher de la population kayalaise pour plus de transparence. Le rôle aussi qui est là est que nous devons lutter ensemble. Nous devons lutter ensemble pour le bien commun. La conférence se veut une contribution du ballet citoyen à l'éveil des consciences et à la formation politique de la jeunesse burkinabé, foi de Abdul Karim Saïdou. Alors, Amadou Sénignan, vous êtes notre expert ce soir. Avant d'y comprendre le rôle des jeunes dans la gouvernance locale, essayons de comprendre ce que c'est qu'une gouvernance locale. Qu'est-ce que la gouvernance locale? Merci Raoul, c'est une question pertinente. Les États sont gérés par des gouvernements. Dans la démocratie moderne, c'est des gouvernements qui s'occupent des questions régaliennes, comme la sécurité, comme la diplomatie, comme la monnaie, comme l'économie, toutes choses qui sont des sphères d'exclusivité de l'État central. Nous avons, dans ce système décentralisé, où il y a un État qui est au sommet, qui s'occupe des choses très très importantes qui concernent toute la nation, et au niveau de la base, nous avons des autorités locales qui gouvernent localement les territoires. Et tout ce qui est lié à cette gestion des affaires locales peut être rangé dans la gouvernance locale. Il s'agit de voir quels sont les modes de désignation de ces gouvernants au niveau local, de ceux qui sont chargés de gouverner les territoires. Il s'agit de voir quels sont les mécanismes, quels sont les dispositifs de gouvernance qui sont mis en place et justement quels sont les modèles de gouvernance qui sont appliqués par-ci, par-là. En tout état de cause, on peut opposer la gouvernance locale à la gouvernance centrale qui s'occupe beaucoup plus de questions régaliennes, alors que la gouvernance locale, elle, s'occupe plutôt des affaires locales qui ont un intérêt local particulier. Alors, on voulait comprendre pourquoi on a constaté que les jeunes ne s'y intéressent pas trop
peut-être parce qu'ils ne sont pas davantage associés aux décisions pour ce qui est d'ailleurs de leur localité. Dites-nous, est-ce que la jeunesse a un rôle à jouer dans la gouvernance locale? Oui, Raoul, je vais peut-être donner l'information parce qu'en 1996, j'étais le plus jeune élu local du Sénégal. J'avais 23 ans. Et le conseil municipal dans lequel j'étais, si on devait voir la moyenne d'âge des élus, ça tournait autour de 65 ans. Ouais, et ça, c'était dans une commune urbaine, où la ville de Rufisque particulièrement, où les gens étaient où les jeunes étaient beaucoup plus conscientisés et engagés politiquement. Mais malgré tout cela, vous voyez, les jeunes étaient de façon très infime représentés dans le conseil municipal. Et c'était la même chose sur le territoire national et même au niveau africain. Les jeunes ne sont pas trop présents dans les collectivités, dans les instances de décision. Il y a bien sûr dans certains pays des conseils de jeunesse, des conseils locaux de jeunesse, qui sont des corps constitués, qui peuvent, dans certaines... Bon, avant 1996, les conseils de jeunesse étaient représentés dans le conseil municipal pour représenter la jeunesse. Mais quand on a décidé que les élections étaient exclusivement politiques, il n'y avait pas de représentants de corps constitués. Donc les jeunes n'étaient plus représentés s'ils n'étaient pas investis par les partis politiques. Mais cela est peut-être dû à trois choses. D'abord, les jeunes n'étaient pas du tout intéressés à la politique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a avec le développement des nouvelles technologies, avec la présence des réseaux sociaux dans la vie quotidienne de tous les Africains, de tous les jeunes, nous avons une conscience politique beaucoup plus accrue. Donc, avant, ça n'existait pas. Il n'y avait pas l'information. Donc, ils n'étaient pas trop engagés politiquement. S'ils étaient engagés, il y avait un autre obstacle, c'était que dans la perception des acteurs politiques, les jeunes étaient plutôt confinés à des rôles de mobilisation, d'animation, de sécurité, de sécurisation des actes, des leaders, etc., etc. Donc, il n'était pas pensable pour les acteurs politiques qui étaient très présents, et même jusqu'à présent, de confier certaines responsabilités à des jeunes. C'était pour eux l'affaire des adultes. Et moi, je me rappelle, quand j'ai voulu être maire en 1996, ils m'ont traité même de fou parce que c'était un suicide pour toi, parce que c'est impensable que tu veuilles remplacer ces dinosaures qui sont là. Et j'avais un peu fait de la provocation en convoquant l'histoire. Parce que comment dire, dans l'histoire du Sénégal, celui qui est un peu comme la personnalité repère de la nation sénégalaise, c'est Lat Dior Ngoné Latyr, qui a été un résistant. Il a été intronisé à l'âge de 20 ans. Samba Gueye Diély, qui était un autre leader charismatique dans l'histoire du pays, était intronisé à l'âge de 15 ans. Donc j'avais convoqué l'histoire pour leur dire que dans notre histoire, les jeunes avaient des responsabilités bien définies et avaient joué des rôles importants dans la marche de la nation. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'était pas la règle, ce n'était pas ce que les adultes voulaient. Et progressivement, les jeunes, avec, comme je l'ai dit, la démocratisation de la gestion des pays et des territoires, avec le développement des nouvelles technologies, avec l'accroissement, avec la conscientisation des masses, les jeunes se sont beaucoup plus intéressés à la politique. Et avec la loi du nombre, puisqu'ils sont plus nombreux, et 60% de la population, des fois même 65% de la population, les politiques ont tout intérêt à les investir. Maintenant, il n'y a pas de discrimination positive pour les jeunes, comme c'est le cas au niveau des femmes, parce qu'au niveau des femmes, il y a la parité, et dans certains pays comme le Sénégal, les femmes, forcément, sont présentes dans les listes de façon paritaire, au même titre que les hommes. Ce n'est pas le cas pour les jeunes. Donc, il faut davantage
de combat, davantage de formation, de sensibilisation pour pousser les jeunes à intégrer les instances de décision. Je peux dire qu'il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Entre-temps, il y a effectivement un regain d'intérêt des jeunes dans la chose politique. Il y a aussi un engagement beaucoup plus accru des jeunes dans les instances politiques. Et cela nous a permis, que ça soit au Sénégal ou ailleurs, parce que récemment, j'ai rencontré des jeunes maires du Togo qui sont très jeunes. Au niveau du Sénégal, cela a permis aussi d'avoir des jeunes maires, mais aussi pas mal de jeunes dans les conseils, ce qui a rabaissé la moyenne d'âge à moins de 40 ans, et cela est tout bénéfique. Mais je rappelle, et jeunes, selon certaines lois de certains pays, celui qui a moins de 35 ans. Mais maintenant, si on interroge les statistiques, cette présence, elle est réelle, mais elle n'est pas encore impactante dans les décisions. C'est des jeunes qu'on confie les commissions de sport, les commissions de la jeunesse, dans la gouvernance réelle, dans la gouvernance de la mairie, dans la gestion de la mairie, dans la répartition des rôles et responsabilités. S'ils ne sont pas maires, s'ils ne sont pas adjoints au maire, ils sont présidents de commission sportive, président de la commission jeunesse, rarement commission des finances, rarement commission domaniale, rarement les commissions qui impactent la vie du territoire. Alors, un jeune peut-être sur 7 est considéré. Vous avez cité quand même quelques jeunes qui sont bien introduits dans des exécutifs municipaux, mais hélas, c'est quand même des cas rares. Sur 100 communes, vous trouverez peut-être 1 ou 2 jeunes adjoints au maire ou maire même. C'est largement insuffisant, compte tenu d'ailleurs de leur poids électoral. Alors, on a comme impression que cette jeunesse, de temps en temps, est utilisée dans des fins politiques, parfois utilisée dans des luttes, les luttes qui intègrent une certaine élite locale. Et hélas, très souvent, on ne le trouve pas là, il y a des grandes décisions. Alors, est-ce que de là, ce ne sont pas les exécutifs municipaux maintenant qui ont cette lourde charge d'intéresser la jeunesse à la chose locale? Absolument. D'abord, la jeunesse doit être consciente qu'elle ne doit pas être la chair à canon des hommes et des adultes. Quels que soient les conflits qu'on constate à la suite d'élections, nous constatons que ce sont des jeunes qui sont massacrés. En tout cas, 90% de ceux qui sont massacrés sont des jeunes. Et ça profite, je peux le dire sans risque de me tromper, à des adultes à 100%. Donc, les jeunes ne doivent pas être des chefs à tout. Si du point de vue de la loi, il n'y a aucune disposition qui favorise leur présence dans les instances de décision, il est impératif que, comme vous l'avez bien dit, que les exécutifs locaux prennent conscience de leur obligation de prendre en compte les préoccupations de ces jeunes. D'abord, en les intégrant, en les consultant, en favorisant la participation des jeunes au niveau de toutes les étapes du processus. Ensuite, de prendre en compte, même si les jeunes ne sont pas présents dans ces instances de décision, mais qu'on prenne en compte leurs préoccupations. Il est développant. Il est très... On a le cœur meurtri si on voit des milliers de jeunes prendre les pirogues pour aller en Europe. Des milliers de jeunes prendre l'avion pour
aller aux États-Unis via Nicaragua. Cela est inacceptable. Et c'est dû au fait que les politiques publiques locales ne prennent pas en compte, ne prennent pas en charge les préoccupations de ces gens. Il serait mieux, dans la participation du développement local, pour assurer le mieux-être de la population globale, mais aussi de la jeunesse en particulier, dans la planification et l'aménagement, de prévoir tout ce qui peut permettre aux jeunes de rester. Qu'est-ce qu'on cherche à l'au-delà, à l'autre mer, que ce soit en Amérique ou en Europe? C'est le mieux-être, c'est les meilleures conditions de vie, qu'on puisse travailler ce qu'on veut travailler. Après le travail, qu'on puisse s'épanouir par des activités récréatives, ludiques, des activités sportives, tout ce qui peut permettre d'être heureux. Cette offre-là, au-delà des États au niveau central, relève exclusivement des collectivités locales. Il appartient aux autorités locales, dans le cadre de la planification locale, d'avoir un esprit inclusif qui prenne en compte la jeunesse qui constitue 70% de la en Afrique et 70% si on rapporte ça au territoire des populations de nos populations. On gagnerait justement non pas seulement à les intégrer dans les décisions, mais à les installer partout où des décisions se prennent. Amadou Sénégnan, vous êtes expert en décentralisation, directeur de l'Académie du management territorial d'Abidjan. Je voudrais vous amener quelque part, effectivement, puisque nous parlons de l'implication des jeunes dans la gouvernance locale. Je vous suggère donc de suivre un plaidoyer. C'est plaidoyer pour l'implication des jeunes dans la gouvernance locale. Nous allons suivre avec beaucoup d'attention et nous revenons derrière. Malgré une population jeune de moins de 35 ans qui représente 79,28% de la population, selon le 3e recensement général de la population effectué en 2005, l'on observe une faible participation des jeunes aux actions de développement local et ce, malgré les efforts d'encadrement consentis par les pouvoirs publics. Il faut avoir au Cameroun et à l'horizon 2035 une jeunesse épanouie, responsable, créative, dynamique et pleinement engagée dans la réalisation des objectifs de développement de la nation selon la politique nationale de la jeunesse élaborée en 2012. Pour atteindre cet objectif, les conseils municipaux jeunes trouvent ainsi leur place et leur rôle au sein des exécutifs communaux. Le concept a été lancé par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique depuis déjà 2 ans aujourd'hui, mais nous avons constaté sur le terrain une faible implication de tous les acteurs de la chaîne. J'en veux pour preuve dans la région du centre, sur les 70 communes qu'elle comporte, 17 ont pu créer des conseils municipaux jeunes et qui sont également fonctionnels. Donc il est question aujourd'hui de faire un brainstorming sur toutes les difficultés et de faire des propositions adéquates à tous les maires et exécutifs municipaux. La conférence régionale de plaidoyer pour la mise en place des conseils municipaux jeunes organisés ce 25 juillet 2023 à Yaoundé sous l'initiative de l'ONG Interfaith Vision Foundation Cameroun vise donc à sensibiliser davantage sur l'importance des CMJ au sein des exécutifs communaux. On sait bien qu'en 2021, le ministre de la
la jeunesse et l'éducation civique a sorti une lettre circulaire en demandant que les maires créent les comités, les conseils municipaux jeunes. Malheureusement, juste 40% de tous les 360 communes au Cameroun ont créé les CMG. Donc notre organisation cherche à augmenter le nombre de CMG dans le pays. Autour des responsables des ministères de la jeunesse et de l'éducation civique, de la décentralisation et du développement local et du Conseil national de la jeunesse pour la région du centre, ici représenté par Quentin Ambadiang, président régional, les élus locaux, les acteurs de la société civile et les partenaires financiers ont exposé sur les stratégies et les mécanismes à mettre sur pied pour faire des conseils municipaux non pas un contre-pouvoir, mais plutôt un outil d'accompagnement des maires dans l'action de développement de la commune à travers une participation de la jeunesse. Après Yaoundé dans le centre, le plaidoyer continue son chemin à Douala. Alors, Amadou Sénéyan, vous êtes notre expert ce soir, expert en décentralisation, directeur de l'Académie des managements territoriaux d'Abi Diagne. Alors, peut-être une remarque sur ce reportage que vous avez suivi tout à l'heure. Peut-on relever, on va dire, quelques évolutions? Oui, c'est important de noter qu'il y a des conseils municipaux de la jeunesse et ça peut peut-être favoriser l'engagement des jeunes dans la politique. Je peux comparer ça au gouvernement scolaire. Dans pas mal d'écoles au niveau du Sénégal, c'est des gouvernements où on a des ministres scolaires. Ça intéresse un peu, ça permet d'entraîner, de familiariser ces gens-là à tout ce qui a trait à la gestion des affaires nationales comme des affaires locales. Donc c'est une initiative heureuse que je pense. Mais ce n'est pas suffisant. Que ce soit les gouvernements scolaires comme les conseils municipaux de jeunesse, ils n'ont aucun pouvoir de décision réellement. C'est des instruments de plaidoyer qui permettent justement, comme je l'ai dit tantôt, aux jeunes d'apprendre à gérer, de porter leur doléance là où on décide. Mais malheureusement, ces jeunes le décident. Il faut aller dans le sens d'augmenter la présence des jeunes partout où on décide. Cela est très, très important, d'autant plus que on a près de 45 millions en Afrique. Nos 200 millions de jeunes en Afrique. Et ce nombre va doubler d'ici 2045. Vous voyez donc que tout ce qui devra être fait en Afrique, dans nos territoires, ce sera pour les jeunes et par les jeunes. Et avec les jeunes. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'on fait sans les jeunes. Un grand homme politique disait, tout ce que l'on fait sans moi peut être fait contre moi. Donc, aller dans les instances où les jeunes ne sont pas présents, c'est certainement décidé contre les jeunes. Donc, les initiatives tendant à faire comprendre aux jeunes, à leur faire prendre conscience de la nécessité de s'engager politiquement, c'est de bonnes initiatives, et c'est insuffisant par rapport aux enjeux de décision qui se posent. Décider, c'est choisir. Choisir, c'est éliminer. Tout ce qui est décidé dans nos territoires, si l'on constate bien, on fait à la loupe, on regarde les décisions qui sont prises bien
dans les conseils municipaux, à part les subventions accordées, à part les quelques réalisations qui relèvent de la jeunesse, tout ce qui se décide n'est pas forcément au profit de cette jeunesse-là. La preuve, la participation du développement n'est à un horizon très limité. Rarement on est dans la prospective, c'est-à-dire une projection sur 50 ans. Ce sont ces décisions-là qui véritablement peuvent impacter la jeunesse. On va se poser la question, comme l'a fait la Banque africaine de développement, si la population actuelle des jeunes est de 200 millions et que ça peut être en 2030, 45, 400 millions, il faut nécessairement, dans le cadre de l'aménagement du territoire, dans le cadre de la planification urbaine, penser aux infrastructures scolaires pour répondre à ces besoins de 2045. Pensez aux infrastructures sportives. Pensez au logement pour ces populations de 2045. Ne pas avoir cette prospection dans les décisions, c'est ignorer l'importance de la progression démographique. L'Afrique est une continent très jeune. Elle est l'avenir de la planète. Aucune gouvernance locale ne pourra réussir, ne pourra être réussie si on ne tient pas compte de cette jeunesse-là. D'autant plus qu'avec l'intelligence artificielle, qui n'est pas l'apanage des adultes, c'est le lieu de l'adulte, les territoires gagneraient à davantage responsabilité cette jeunesse-là, qui maîtrise mieux que les adultes les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui comprend mieux que tous les autres compartiments de la population les arcanes de l'intelligence artificielle. La gouvernance locale à venir, elle sera fortement numérique, connectée et artificielle. Donc, tout l'intérêt notoire et pressant d'une implication beaucoup plus accrue de la jeunesse. Cela passe par des préalables. Cela passe par une formation de cette jeunesse-là. Cela passe par la construction d'écoles. Cela passe par le renforcement des instituteurs. Cela passe par un encadrement et un accompagnement de l'engagement de cette jeunesse. On a tout intérêt à mettre les jeunes au cœur de la gouvernance. Parce que l'évolution actuelle du monde nous y oblige. Très bien. C'est un peu ça la vérité. Très bien. Alors, on sait que les jeunes sont de plus en plus marginalisés. On ne les reconnaît que lorsqu'il faut les employer, parfois à des sales besognes, des promesses non tenues, des promesses électorales non tenues. Vous avez le capital humain de la jeunesse qui n'est presque pas pris en valeur. Vous avez des collectivités territoriales décentralisées qui ne pensent pas à former ces jeunes, qui doivent en principe prendre la relève des affaires. Vous avez une jeunesse qui se désintéresse de plus en plus à l'action politique et par conséquent à l'action du développement participatif dans leur propre localité. Hélas, on va dire les espoirs sont pratiquement jetés hors. Comment faire donc pour amener ces jeunes qui ne croient plus du tout à l'action politique? D'abord, dans le mode de désignation des élus locaux,
pour faire comme les femmes, déterminer un quota de présence de jeunes dans ces instances. Je n'ose pas dire 50%. Mais si on avait 30% de jeunes dans les instances de décision, cela allait justement influencer dans le sens des intérêts de la jeunesse les décisions prises dans ces conseils. Mais faudrait-il que dans le mode de désignation de ces jeunes, qu'on procéda à ce qu'on appelle de la discrimination positive au profit des jeunes avec un quota d'au moins 30%. Ça, c'est ma première proposition. La deuxième proposition, dans la gestion quotidienne des affaires, dans la gouvernance locale, que les jeunes soient présents ou pas, qu'on mette des dispositifs qui les intègrent, favorisent leur participation, qui promeuvent un peu leur inclusion. Si on observe un peu ce qu'il y a dans les dispositifs juridiques de certains pays, il y a quand même des acquis. Il y a, dans le cadre des dépenses budgétaires, il y a des lignes budgétaires qui sont destinées aux jeunes. C'est le cas, par exemple, de toutes les dépenses liées à l'éducation, toutes les dépenses liées au sport, toutes les dépenses liées aux subventions des jeunes, etc. Si on voit le ratio de ces dépenses aux dépenses globales, nous allons noter que c'est minime. Et souvent, c'est lié à... C'est souvent des infrastructures qu'on crée, qu'on construit. Si c'est le cas pour certaines collectivités, mais pour la plupart, c'est juste des subventions qu'on donne. Et malheureusement, dans les décisions qui sont prises, les jeunes n'occupent pas la première place. Très bien. De façon globale, la gouvernance locale en Afrique, voilà, et elle est agonisante en ce qui concerne. C'est ça le problème. Donc, par rapport à la gestion proprement dite, il faut d'abord une planification qui prenne en compte tous les compartiments de la population. Une planification qui est sensible aux préoccupations des jeunes. Une planification qui est sensible aux gens, aux personnes handicapées. Une planification qui est sensible à l'enfance. Si c'est le cas, on va gérer l'IV one, c'est-à-dire en ne laissant personne en rade. Si ce n'est pas le cas, nous allons continuer à être gouvernés localement selon les perceptions, les croyances et les intérêts des autorités locales qui sont la plupart des adultes et qui ne prennent pas en compte en réalité les préoccupations de ces jeunes-là. Donc cela est très très important. Très bien. Alors, donc planifier en prenant en compte les préoccupations des jeunes. Toujours dans la gestion quotidienne des collectivités. Au profit des jeunes, il faut, dans la nomenclature budgétaire, rendre obligatoire certains crédits. Et la subvention aux jeunes n'est pas une dépense obligatoire. Certaines dépenses liées aux jeunes ne sont pas des dépenses obligatoires. Les dépenses de fonctionnement, pour la plupart, sont liées à des aspects qui c'est normal, liés au fonctionnement de la collectivité, liés au remboursement de la dette, liés à la gestion de l'état civil,
Et il faut rendre obligatoire certaines dépenses qui, justement, permettent d'assurer un mieux-être de la population. Très bien. Et particulièrement de cette jeunesse qui ne sait plus à quel sein se vouer, qui a décidé de quitter le continent, ces jeunes qui ont décidé de déserter des territoires, ces jeunes qu'on jette en pleine mer parce que nous ne pouvons pas atteindre l'autre rive, l'Europe. Il faut rendre obligatoire certaines dépenses au niveau des collectivités territoriales pour pousser les autorités locales à utiliser les moyens de la collectivité dans le développement du territoire, dans les réponses aux préoccupations des gens. Très bien. Si cela n'est pas fait, l'immigration clandestine va continuer. Les États au niveau central doivent accompagner cela, doivent augmenter les transferts étatiques aux collectivités territoriales pour justement permettre à ces communes d'avoir des moyens de répondre aux préoccupations des jeunes. Les organismes internationaux doivent appuyer les territoires, doivent appuyer les collectivités territoriales pour permettre justement à ces collectivités de pouvoir financer le développement territorial et retenir les jeunes sur place. À défaut de ça, les jeunes risquent de partir. Très bien. À défaut de ça, toutes les décisions seront des décisions axées sur les intérêts des adultes. Très bien. Permettez-moi de vous stopper un peu. Et les jeunes vont continuer à être utilisés comme chair à canon, comme des acteurs, comme de bons militants. Je me rappelle, un formateur me disait, Seigneur, il ne faut jamais accepter d'être considéré comme quelqu'un de dynamique. Quand un adulte te dit que tu es dynamique, c'est qu'il est en train de te tuer politiquement. Donc, il ne faut pas accepter d'être dynamique, il faut accepter d'être décideur. Très bien. Alors, Monsieur Amadou Sénégan, les jeunes ont-ils un rôle à jouer dans la gouvernance locale? Si oui, quel est ce rôle? Nous allons voir cela dans la deuxième et dernière partie de cette émission. Je vous suggère de prendre une petite pause, mais vous n'allez pas prendre la pause en croisant les bras. Nous allons suivre avec beaucoup d'attention ce conseil municipal. Ce conseil municipal tenu au sein de la commune de Bonaléa, un conseil municipal qui était consacré d'ailleurs à l'examen et à l'adoption du budget 2023-2024. Il faut dire que les conseillers qui se sont réunis pendant 2 jours d'intenses activités intellectuelles ont pu remuer les méninges pour enfin adopter un budget qui finalement s'élève à 1 milliard 300, un peu plus d'1 milliard 382 millions de francs CFA. Je vous suggère de suivre avec beaucoup d'attention ce reportage, puis les extraits du maire Poko et le préfet du département du Mungo. Nous allons revenir derrière. Ils ont presque tous répondu présents à l'invitation du maire de la commune de Bonaléa pour prendre part à la dernière section ordinaire du conseil municipal pour l'exercice 2023. Il s'agit d'une session consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de budget de l'exercice 2024 proposé par l'exécutif municipal. Dans son discours d'accueil, le maire Ernest Poko s'est réjoui de la présence du préfet du Mungo, qui a effectué le déplacement en personne. Poursuivant ses propos, le maire évoque un ensemble de réalisations de l'année 2023 qui font la satisfaction des populations de la commune. Une plénière qui a donné lieu à des débats constructifs. Les travaux en commission ont permis aux conseillers municipaux de prendre des résolutions qui vont impacter dans la vie des populations de la commune de Bonaléa. Ainsi, après un examen minutieux du projet de budget proposé par les conseillers municipaux, satisfaits du travail abattu jusqu'ici par l'exécutif dirigé par Ernest Poko, il s'équilibre donc en recettes et en dépenses à la somme de plus d'1 milliard 382 millions de francs CFA. Les délibérations soumises à l'approbation du conseil municipal
a obtenu l'onction de ce dernier. Rappelons que, en plus du préfet du département du Mungo et sa suite, les autorités traditionnelles et religieuses ainsi que l'élite locale en préparent aux assises du conseil municipal. Bonalea fera parler d'elle, la ville, dans les jours à venir. Parce que nous sommes disposés, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que nous puissions durablement améliorer les conditions de vie de nos populations. Tout à l'heure, en salle, vous avez suivi quand j'ai dit que nous avons évalué nos projets réalisés jusqu'aujourd'hui et nous pensons que Bonalea a avancé d'un cran. Et nous allons tout faire pour avancer encore d'un autre cran pour que, à la fin de notre mandature, qu'il soit dit par les populations qu'ici, il y avait un conseil municipal qui s'est occupé intégralement des problèmes de population. Donc, nous sommes attelés à l'essentiel. Nous ferons tout pour que la commune de Bonalea maintienne son rang. Nous avons été premiers en 2023 du BIP, nous avons été premiers en 2022. Ce n'est pas le fruit des hasards, c'est le fruit du travail. Et aujourd'hui, nous pensons que nous devions nous concentrer davantage pour pouvoir avancer. La commune de Bonalea est à féliciter pour les efforts qui sont consentis, s'agissant par exemple de la réalisation du budget d'investissement public. Elle réalise un taux de 100%. S'agissant de son compte administratif qui a été voté, compte administratif 2022, il oscille autour du milliard. Et ce qui a retenu et ce qui est le plus important, c'est une commune qui essaye d'optimiser ses recettes propres. Et c'est d'ailleurs le sens de la décentralisation qui vise à rendre les communes autonomes. Donc, une commune, quand vous en avez comme celle-là, qui est capable de financer sur fonds propres à hauteur de 400-500 millions des projets d'investissement, cela ne peut être qu'à féliciter. Donc, nous avons donc invité M. le maire et les conseillers à redoubler d'efforts, à passer des financements de 500 millions au milliard pour le bien-être des populations et pour montrer que la décentralisation voulue par le chef de l'État est mise en œuvre avec succès dans certaines collectivités. C'était donc la toute dernière section ordinaire du conseil municipal de la commune de Bonalea qui s'est tenue, il faut le dire, avec le quorum quasi atteint. Il faut le rappeler, en présence du préfet du département du Mungo, les conseillers ont voté et adopté ce budget qui s'élève à un peu plus d'1,382 milliard de francs CFA. Il faut dire que le maire Ernest Pokor, d'ailleurs, se voit très très ambitieux pour l'année 2024, qui devrait encore révéler des très bonnes choses au sein de cette commune. Il convient de rappeler tout de même, depuis 2020, l'arrivée de cette nouvelle équipe dont il dirige. Il y a de très grandes choses qui se sont réalisées au sein de cette commune. La commune de Bonalea, allez tout simplement voir et vous verrez ce qui se réalise de ce côté-là. Alors, Amadou Séné-Ignan, nous avons pris une légère pause pour parler un peu de ce conseil municipal au sein de la commune de Bonalea. Je reviens à vous maintenant pour évoquer également cette convention de partenariat qui a été signée au Maroc hier, effectivement, entre les mairies de Sali, Portugal au Sénégal et la ville de Larache au Maroc. Dites-nous un peu tout sur cette convention dont vous avez d'ailleurs été témoin. Merci. Avant de revenir sur ça, je voudrais me réjouir de la performance du maire de Bonalea, avec près de 40% de dépenses d'investissement sur un budget de 1,3 milliard, performance à saluer. Et je crois qu'il sert en famille. Et parce qu'il sert en famille, on a dit que Bonalea, c'est la famille de Léa. Je me réjouis de cette performance réellement. Effectivement, je viens de rentrer du
depuis ce matin, j'ai assisté à la signature de la convention de coopération et de partenariat entre la commune de Saly Portudal et une ville côtière, la première station balnéaire du Sénégal, dirigée par le maire Ousmane Gueye, qui était accompagné d'une forte délégation, et la commune de Larache, qui se trouve au nord du Maroc, à 1h30 de Tanger. Cette ville préhistorique et qui fait face à l'Espagne et qui a connu le luxus, et aussi une ville côtière, une ville touristique. Forcément, on a des petits soucis avec notre ami Amadou Sédégnan. On a comme impression que on va dire la connexion pose un souci, mais la convention qui a été signée au Maroc, effectivement, c'est une convention qui porte sur plusieurs axes, notamment la pêche, le tourisme, la culture, la formation, la promotion des femmes. Et cette convention va durer 3 ans environ. Et cette convention est également renouvelable. Il faut dire que c'est une convention qui a été signée hier, effectivement, par la commune de La Roche au Maroc et la commune de Saly Portudal au Sénégal. Une convention qui porte d'ailleurs sur les aspects que je venais d'évoquer tout à l'heure, notamment la pêche, le tourisme, la culture, la formation, la promotion des femmes, effectivement, une convention qui rentre dans le cadre de la coopération décentralisée et qui devrait, en principe, permettre aux 2 communes de s'émanciper en se donnant des coups de pouce l'une à l'autre. Effectivement, est-ce que on a donc déjà notre ami Amadou Sédégnan qui est déjà... est-ce qu'on peut le revoir, Amadou Sédégnan? On a véritablement des ennuis pour l'avoir. On note d'ailleurs, puisque nous évoquions cette convention, on a également pu avoir au cours de cette convention notre ami Ousmane Gueye de la commune de Saly Portudal, dont on ne saurait avoir le son ce soir. Mais écoutons Amadou Sédégnan qui, lui, a suivi avec beaucoup d'attention ces assises. Et nous revenons derrière. Amadou Sédégnan, conseiller technique du maire de la commune de Saly Portudal au Sénégal. Je suis très heureux d'accompagner la délégation de la commune de Saly qui est venue sceller une convention de coopération et de partenariat avec sa ville jumelle, la ville de Larache, qui est une ville historique, qui est une ville pleine d'histoire, de culture, avec un patrimoine très riche, mais aussi avec des autorités très compétentes, mais ouvertes sur l'Afrique. Cela a été d'abord lancé au mois de mai passé, où le maire de la commune de Saly avait envoyé une délégation dont je faisais partie pour explorer et signer un mémorandum d'entente. Donc aujourd'hui, c'est consacré à la signature officielle de la convention de coopération et de partenariat liant les 2 villes avec les 2 maires, M. Ousmane Gueye de Saly Portudal du Sénégal et M. Abdelmoumen Sidiki, président du conseil communal de la ville de Larache. Donc c'est une convention qui non seulement raffermit les liens séculaires, amicaux, fraternels et de solidarité entre les 2 pays, le Sénégal et le Maroc, mais aussi c'est une convention qui permet à ces 2 villes, Larache et Saly Portudal, qui ont des similitudes extraordinaires. D'abord, ces 2 villes côtières, ces 2 villes qui ont un patrimoine culturel très riche, ces 2 villes qui pratiquent la pêche au niveau économique, et ces 2 villes aussi qui sont des villes touristiques. Cela a poussé les 2 autorités, les 2 équipes à non seulement
sceller cette convention-là, mais aussi à entrevoir des actions à mener dans le cadre de la pêche, dans le cadre du tourisme, dans le cadre de la culture, dans le cadre de la formation et dans le cadre de la promotion des femmes. C'est aussi, et c'est le lieu de le dire, de nous réjouir de la présence forte de femmes dans les deux délégations. Et c'est pourquoi, justement, les deux maires ont décidé d'en faire un axe de partenariat, c'est-à-dire la promotion des femmes. Tout cela sous la bénédiction des deux présidents et du roi de son Excellence, le roi Mohamed VI du Maroc, et de Sa Majesté et du président Macky Sall. Parce que tous deux ont insufflé une dynamique de partenariat entre les deux peuples, basée sur l'émergence, basée sur le développement, mais aussi et surtout basée sur la promotion des femmes. Merci, M. Amadou. Merci. C'était donc là Amadou Sénéan, l'un des témoins d'ailleurs de la signature de cette convention entre les villes de Portudal, Saly Portudal au Sénégal et la ville de Larache au Maroc. La convention a été signée effectivement hier, c'était le mardi 19 décembre de l'an des grâces 2023, une convention qui permettra d'ailleurs aux deux communes de s'accélérer dans des questions de pêche, de formation des femmes et bien d'autres, vous avez suivi tout à l'heure. Rentrant sur la thématique qui nous intéresse ce soir, notamment le rôle des jeunes dans la gouvernance locale, on voudrait d'ailleurs dire à ces jeunes qu'ils ont un rôle à jouer dans la gouvernance locale. La jeunesse ne devrait plus abandonner les choses liées effectivement à leur propre développement, à leur propre sort. Il faut y aller, il faut s'y impliquer et forcément, il faut faire valoir le génie qui est en vous, vous jeunes, une jeunesse qui a d'ailleurs un pouvoir électoral assez colossal, une jeunesse qui a de l'énergie, une jeunesse qui a de l'inspiration et une jeunesse qui a du génie. Il n'y a qu'avec cette jeunesse que les localités peuvent se développer. Si jeunesse savait et vieillesse pouvait, vous voyez que jeunesse et vieillesse peuvent se mettre ensemble pour faire des bonnes choses, alors que la jeunesse n'abandonne plus des questions de développement local plutôt à une autre couche, se disant ne pas être concerné de l'affaire, mais non, vous, jeunes, vous êtes interpellés désormais dans le cadre de cette décentralisation qui voudrait que vous vous imprégniez également de vos marques. Merci donc à vous de nous avoir suivis ce soir. Nous allons dire merci à Amadou Sénéan, expert en décentralisation, directeur de l'Académie du management d'Abi Diane, qui était notre invité ce soir. Nous allons certainement nous retrouver mercredi prochain dans une nouvelle édition de Regard sur les communes. Mais avant, retrouver ce programme en rediffusion dès le vendredi. Vendredi à 21h, le dimanche à 18h et le lundi à 22h. Et je serai là mercredi, certainement pour un autre exercice avec d'autres panélistes, s'il plaît à Dieu. D'ici là, portez-vous bien et on va dire joyeux Noël par anticipation. À bientôt.